Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à suivre cette édition en français de la télévision Renaissance, l'édition de ce vendredi 27 novembre 2020, dont voici les principaux titres. Le procès sur la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, celui de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, ont été organisés et tenus en dehors de toutes les garanties de procès juste et équitable. C'est ce que fait remarquer un communiqué de la coalition Sefo Arusha, publié ce jeudi. Au moins 11 personnes ont été assassinées, dont 9 cadavres retrouvés dans la période du 16 au 22 novembre 2020. Ces chiffres figurent dans le rapport hebdomadaire de la Ligue ITK. Et hors de nos frontières, après un ultimatum de 72 heures, le Premier ministre éthiopien a demandé à l'armée de passer à la phase finale de l'attaque contre les autorités du Tigré. Voilà pour le sommaire. Page droit de l'homme pour démarrer cette édition. Au moins 11 personnes ont été assassinées, dont 9 cadavres retrouvés dans la période du 16 au 22 novembre 2020. Ces chiffres figurent dans le rapport hebdomadaire de la Ligue ITK. Les présumés auteurs de ces crimes sont, selon le vice-président de la Ligue ITK, sont certains agents de sécurité, les jeunes Zimbabwe Lakouré. Suivez ici Emmanuel Nibizi, il est vice-président de la Ligue ITK. Au cours de la période du 16 au 22 novembre 2020, la Ligue ITK a répertorié des allégations de violations et violations de droits civils et politiques comme suit. Au moins 11 personnes tuées, dont 9 ont retrouvé cadavres, une personne enlevée et ou portée disparue, 2 victimes de violences basées sur le genre, une victime de torture, 14 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes enregistrées figurent 2 femmes et 2 mineurs tués, ainsi qu'un mineur arrêté arbitrairement. Les auteurs de ces violations rapportées, il y a des policiers, des administratifs et des immonés. Et l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT Burundi, dénonce des traitements inhumains et dégradants constitutifs d'actes de torture dans les prisons de Mimba et Muramvya au cours de ce mois de novembre 2020. Selon Jean-Claude Nibourmoussi, du département juridique au sein de cette organisation, le phénomène consiste à faire sortir les détenus de la prison par la force et les torturer, un phénomène inhabituel dans les établissements pénitentiaires. Suivez Maître Nibourmoussi Jean-Claude, il est du département juridique au sein d'ACAT Burundi. Au cours de ce mois de novembre 2020, ACAT Burundi constate qu'il se manifeste un phénomène inhabituel dans les établissements pénitentiaires du Burundi, en l'occurrence les prisons de Mpimba et de Muramvya, qui consiste à faire sortir des détenus de la prison par la force et subissent des traitements inhumains et dégradants constitutifs d'actes de torture. D'après les informations à notre disposition, ces détenus victimes de ces traitements sont sortis de leur cellule par des responsables d'établissements pénitentiaires. Les cas les plus récents sont ceux de Bigirimana Hermenegilde et son épouse, tous détenus dans la prison de Mpimba, qui ont été victimes lorsqu'ils ont été sortis et remis aux agents du service national de renseignement en date du 20 novembre 2020, au moment où ils répondaient à l'appel de la direction du dit établissement, ainsi que Ilan Bonagent de Dieu et Kwizera Isaac, détenus à la prison de Muramvya, et qui ont été aussi victimes lorsqu'ils ont été remis dans les mains du responsable du service national de renseignement à Muramvya, au P1 Félix Habyarimana, en date du 19 novembre 2020, et qui sont jusqu'ici introuvables. Mais pour ce qui est du cas de Bigirimana Hermenegilde, il a été sérieusement torturé avant d'être retourné dans la prison de Mpimba, puis il a été placé dans une cellule en isolement dans un endroit communément appelé Kwisoko, tout près de l'endroit où loge le responsable du comité de sécurité, la personne Dominani Prosper. Il est donc prié au gouvernement du Burundi, en particulier au ministère de la Justice, de se ressaisir afin de faire respecter les droits des détenus en commanditant des enquêtes pour identifier les responsables et les complices de ces exactions afin qu'ils soient sévèrement punis pour éradiquer à jamais cette barbarie.
On n'oublie pas nos 4 confrères du groupe de presse Iwacho qui totalisent aujourd'hui 403 jours d'incarcération. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et à une amende d'1 million de francs burundais chacun. Les organisations internationales des droits de l'homme et des professionnels des médias trouvent qu'ils sont emprisonnés justement et ne cessent de demander qu'ils soient libérés sans condition. Toujours pas justice, la justice burundaise se mêle de ceux qui ne la regardaient pas. C'est en substance ce que fait remarquer un communiqué de la coalition CFO Arusha publié ce jeudi. Le texte se base sur 2 exemples, les procès sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye et celui des présumés auteurs de la tentative de putsch de 2015. Suivez ici Frédéric Bamvugno-Villa, il est président de la coalition CFO Arusha. Nous revenons sur le premier procès, celui du président Ndadaye. Rappelez dans quel contexte ce procès devrait être abordé. C'est vrai, le procès de Ndadaye avait été soulevé il y a plusieurs années. Il y a eu quelques condamnations. Et c'est vrai, aujourd'hui, on dit qu'il faut aller chercher les commanditaires de ce coup d'État du 21 octobre de 1993. Mais nous avons aussi le souci qu'à partir de ces dates-là, il y a eu beaucoup d'autres crimes qui ont été commis de 1993 à 2015. Et nous avons dit, est-ce qu'avec l'accord d'Arusha, on ne devrait pas justement essayer d'évaluer tous ces crimes-là? C'est là où nous disions qu'il fallait une enquête judiciaire pour qu'on puisse déterminer des crimes de droit burundais et des crimes distingués des crimes de droit burundais, des crimes de droit international, comme des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide. Pour ce qui est du procès des putschistes de 2015, à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi une série de crimes. Ces crimes sont des crimes qu'on peut aujourd'hui aussi évaluer et constater peut-être que les putschistes ne sont pas intervenus le premier moment avec la décision du CNDD-FDD et de Nkurunziza de forcer le 3e mandat. Non, ça a été une conséquence de tout cela. Alors, s'il faut un jugement, il faut absolument juger la cause de cette tragédie que nous avons vécue, que nous continuons à vivre depuis 2015. En tout cas, on constaterait qu'à la base, il y a le CNDD-FDD. Et comme il est au pouvoir et qu'il ne peut pas se condamner lui-même, eh bien, nous avons besoin d'une autre force neutre qui puisse nous écouter tous les deux. Et sinon, on ne peut pas être juge et partie. C'est impossible. L'autre commentaire, c'est que avec ces procès, le pouvoir de Bujumbura ou de Gitega, ça donne à d'autres activités très répréhensibles. C'est le cas, justement, la vente des biens des personnes condamnées. Mais ces personnes, ce sont des chefs de famille. Et par conséquent, les biens n'appartiennent pas aux chefs de famille. Les biens appartiennent à la famille. Donc, autrement dit, les chaises, les voitures, la maison, tout cela, ce sont des biens de la famille. Et le droit condamne une personne qui devient responsable devant la loi, compte tenu justement du crime commis. On ne peut pas condamner tel et associer toutes les personnes qui sont avec lui parce que c'est un père, c'est une mère, c'est un fils, c'est une fille. Mais non, on ne peut pas condamner les familles en essayant de vendre aux enchères leurs biens. Et enfin, nous rappelons que le cadre du Burundi, le Burundi est dans une instabilité politique. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et ce genre de procès sont des procès qui devraient être abordés quand le pays est stabilisé. On n'a pas cette stabilisation et que par conséquent, on doit absolument revenir sur les prescrits de l'accord d'Arusha en termes de justice transitionnelle où on a compris que c'est à partir de ces justice transitionnelle que nous devons aboutir à la stabilité politique, à la paix. Le journal poursuit, la femme est considérée comme le pilier de l'espérance dans le monde. C'est pour cela qu'elle doit se lever pour lutter contre les violations faites à son égard et surtout vaincre la peur tout en acceptant de témoigner.
Ce clin d'œil nous vient de Marguerite Barangitse, fondatrice de la maison Shalom, dans le cadre de la campagne de 7 jours dédiée à la lutte contre les violences basées et faites aux femmes dans le monde. Suivez. Le premier message, c'est un message d'espérance. Nous sommes des bâtisseurs d'espérance. La femme est le pilier de cet espoir dans le monde, un monde plus humain. C'est de leur dire de rester toujours debout, de lutter et d'oser, parce que la femme qui a peur de dire qu'elle a été violée, il faut qu'elle ose le dire pour casser ce cycle de violence, pour que ça ne soit pas des oubliés. Vous n'êtes pas oubliés, mes chères filles, parce que mes chers enfants, mes chères sœurs, nous devons rayonner de cette espérance. Et c'est cet espoir que je vous souhaite. C'est cet espoir d'oser dénoncer ce mal qui nous a ravagés et que nous portons peut-être dans nos cœurs, dans nos corps, et que le monde a tendance à oublier. Donc, levez-vous, dénoncez, osez le crier sur les toits pour que le monde sache, partage ses souffrances. La souffrance partagée diminue et la joie partagée augmente. Et avant de clore cette édition, après un ultimatum de 72 heures, le Premier ministre éthiopien a demandé à l'armée de passer à la phase finale de l'attaque contre les autorités du Tigré. Déterminé à en découdre avec le TPLF, le Premier ministre éthiopien a rejeté tous les appels de la communauté internationale pour un cessez-le-feu et l'instauration d'un dialogue entre les parties. Les détails avec Clémentine Kanyamuneza. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré « La période de 72 heures accordée à la clique criminelle du TPLF pour se rendre pacifiquement est maintenant terminée et notre campagne d'application de la loi a atteint son stade final. » Fin de citation. Appelant par la même occasion les habitants de Mekele et de ses environs à rester chez eux à l'écart de ces cibles militaires. Plus de 5000 personnes vivent dans la capitale du Tigré. Les Nations Unies et d'autres organisations ont exprimé leur inquiétude sur le fait que ces populations pourraient être prises dans le feu croisé au cours de la bataille. Déterminé à en découdre avec le TPLF, le Premier ministre éthiopien a rejeté tous les appels de la communauté internationale, notamment du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, des États-Unis, de l'Union européenne et encore de l'Union africaine pour cesser le feu et l'instauration d'un dialogue entre les parties. Pour l'ONU, un afflux massif des réfugiés est à craindre les prochains jours. Alors que près de 40 000 personnes ont déjà traversé la frontière avec le Soudan, les violences dans le Tigré, l'institution prévoit que son nombre pourrait atteindre 300 000 au cours des 6 prochains mois si le conflit persiste. Merci à Clémentine Kanyamuneza, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.